Si le rêve de devenir pompier est souvent exprimé par les enfants, puis remplacé au bout de quelques années par un autre rêve ou un autre métier, mais plus de 250 000 Français ont fait le pas de devenir sapeur-pompier, volontaire ou professionnel. Un sens du service, la joie d'aider, de sauver, parfois au risque de sa propre vie. Grégory Allione, bonjour et merci de nous accueillir ici à Marseille, au CODIS des Bouches-du-Rhône, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours que vous dirigez. Mais vous êtes également le contrôleur général des sapeurs-pompiers et le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Alors c'est peu dire que vous connaissez ce métier que vous allez nous faire découvrir, ce que vous faites également dans le livre que vous publiez avec Olivier Richefou, Sapeurs-pompiers, un engagement au quotidien aux éditions du Rocher. Alors Grégory Allione, est-ce que l'on peut utiliser le mot de vocation en parlant de votre engagement comme sapeur-pompier ? Oui et non. Oui parce que lorsqu'on devient sapeur-pompier, lorsqu'on s'engage comme sapeur-pompier, il faut avant tout aimer les autres. Et non parce que je pense que tout un chacun aime son prochain, aime l'autre, donc tout le monde peut devenir sapeur-pompier. Il ne s'agit pas d'être un surhomme ou une femme extraordinaire pour être sapeur-pompier. Il s'agit simplement d'avoir de l'attachement à son territoire, de l'attachement aux autres, de l'attachement à celles et ceux que l'on croise, et de l'empathie pour celles et ceux qui sont dans la détresse, dans la souffrance. Un peu comme tous les autres jobs, je dirais, lorsque je prends un professeur des écoles, il faut aimer les autres et il faut transmettre. Lorsque je prends des gens qui sont dans le soin, à l'hôpital, ou ne serait-ce que celles et ceux qui nous servent le service public. Donc, et même aujourd'hui dans les entreprises, on voit bien que certaines valeurs liées à l'altruisme, à la générosité prennent le dessus sur l'économique au sens littéral du terme. Mais quand je dis le mot vocation, ça veut dire y consacrer vraiment une grande partie de sa vie. Vous consacrez une grande partie de votre temps, de votre vie au métier de sapeur-pompier. Presque un sacerdoce. Oui. Oui, alors j'avais un colonel qui dirigeait le département du Var à l'époque, qui m'a recruté, qui était un grand chef, et qui me disait nous avons une passion égoïste. Et en ce sens où ce job-là, vous le faites au détriment de plein d'autres choses. Quand on dit que la famille des sapeurs-pompiers est une réelle famille, c'est parce qu'elle nous accapare, elle nous happe dans un cercle vertueux du don de soi, de la générosité, mais au détriment de plein d'autres choses, forcément. Mais on peut avoir parfois des remords, mais aucun regret. Alors justement, est-ce que c'est pas une histoire de famille chez les Allione d'être sapeur-pompier ? Parce que je crois que votre père était déjà sapeur-pompier, oui, alors votre grand-père, non ? Non, pas du tout. Mon papa qui a démarré sa vie dans les forêts, en fait, tout simplement, qui était bûcheron, qui était à travailler pour un patron qui avait une scierie. Donc ici, dans les Bouches-du-Rhône ? Non, dans le département du Var, dans le massif des Morts. Il levait le liège, il entretenait les châtaigniers, il coupait du chêne pour le bois, il coupait des pins pour les planches, et tout ça dans le cadre de son job. Mais il travaillait pour un patron très tôt, parce que à l'époque, dans les années 50, 60, on travaillait jeune, et puis en plus il a été soutien de famille très tôt. Donc il a fallu alimenter une famille et donc il fallait travailler. Et donc c'était bûcheron. Et il était sapeur-pompier volontaire. Alors justement, il n'y avait pas de pompiers au départ dans notre village, sauf que de Pignan, au cœur du massif des Morts. Et en fait, il fallait protéger les arbres. Et pour protéger les arbres, il fallait parfois allumer les contre-feux lorsqu'il y avait des feux qui partaient, qui étaient violents, notamment celui de 1962 qu'il me racontait chaque fois où il était parti avec le Dodge, avec la tronçonneuse. Allumer les contre-feux. Et naturellement, c'est créé le corps de sapeur-pompier à un moment donné. Et naturellement, il en a fait partie, parce qu'il faisait partie de cette protection des forêts. Et vous, ça vous a fait rêver quand vous étiez enfant, que vous voyiez votre père Ça faisait partir? surtout rêver mon frère, parce que mon frère adorait l'automobile, adorait les camions, il conduisait tout le temps, et il faisait le chef, comme on disait. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, c'est moi le chef. On en a souri encore récemment lors de l'anniversaire de ma mère. Alors, qu'est-ce qui vous a fait, à 17 ans, en 1989, vous engager comme pompier volontaire, Grégory Allione? Parce que j'aime mon village. Je dis pas que je l'aimais, j'aime toujours mon village. J'aime les gens qui constituaient ce lieu de mise en commun de vie. Et j'avais envie de prendre part à la vie commune, prendre part à la vie du village. Alors je me suis engagé comme sapeur-pompier volontaire. Concomitamment, j'ai été très vite élu aussi à la commune. J'ai été dans le comité des fêtes. Et généralement, lorsque aujourd'hui je sillonne l'ensemble des territoires, il y a un lien commun dans tous ces engagements. Quand je rencontre un pompier volontaire, je me dis qu'il est peut-être à l'association du comité des fêtes ou du club de foot. Et généralement,
temps, c'est bingo, parce que je le retrouve. Quand je discute avec lui, il me dit qu'il est engagé par ailleurs. Ils sont engagés dans les conseils municipaux, ils sont engagés de partout, ils sont engagés pour le territoire et les hommes. C'est-à-dire que quoi, on est d'abord de son terroir, on aime son terroir et on veut le protéger? Oui, c'est exactement cela. Et c'est la raison pour laquelle, avec Olivier Richefou, avec qui on partage 32 années d'engagement au bénéfice des autres. Lui comme politique. Hein. Lui comme homme politique, mais il y a ce lien, ce trait d'union entre notre engagement, c'est parce qu'avant tout, on aime notre territoire, on aime le lieu où l'on vit, on a envie de protéger celles et ceux, et notre territoire aussi. Alors, Grégory Allione, vous êtes devenu pompier volontaire à 17 ans, je le disais, en 1989, et puis vous êtes devenu professionnel. 1997. Alors là aussi, qu'est-ce qui vous a fait faire ce pas de vous engager professionnellement et vous consacrer complètement à la vie de sapeur-pompier? En fait, je vais décevoir tout le monde. Ça n'a jamais été un but pour moi d'être pompier professionnel. C'est un concours de hasard, mais il y a quand même eu des concours aussi. En fait, c'est tout simplement que je croise quelqu'un. Moi, j'étais destiné normalement à être plutôt un manager ou un financier dans un grand comptable, groupe. même, hein, expert même comptable. Expert comptable, oui, je m'étais destiné plutôt à tout cela, tout ce qui était le métier de la finance et de la ressource humaine, du management. Et en fait, je croise un copain qui me dit, tu as vu que ton diplôme est valable pour passer le concours de lieutenant, on va passer le concours de lieutenant ensemble, lui il échoue, moi je réussis, et derrière je fais une maîtrise de sciences de gestion qui me permet de passer le concours de capitaine, que je réussis aussi à nouveau. Donc chez les sapeurs-pompiers. Chez les sapeurs-pompiers, donc voilà, c'est puis derrière naturellement j'y vais parce que c'est un beau job, et puis je suis recruté en 1997, c'est un an juste après la promulgation de la loi qui organise les services départementaux que nous connaissons. Il y a des besoins pour identifier les coûts dans les communes. J'ai une formation de comptable, de finance, et naturellement j'intègre les finances au sein du SDIS du Var, les services départementaux d'incendie et de secours du Var, et naturellement je fais de la finance, mais au bénéfice des sapeurs-pompiers au tout début. Alors j'aime bien Grégory Allione, vous me dites naturellement, tout s'est fait naturellement si je vous écoute bien, volontaire, professionnel en 97, et puis vous allez monter tous les échelons jusqu'à aujourd'hui où vous êtes le contrôleur général des sapeurs-pompiers. Donc pour ceux qui connaissent pas le jargon, contrôleur général, c'est le patron, c'est l'équivalent, oui, d'un général dans les armées. Je suis directeur du SDIS des Bouches-du-Rhône. Pour ce qui me concerne, c'est le plus beau corps départemental parce que là aussi, il y a beaucoup d'amitié, d'affection, et j'aime ce territoire du Sud et le territoire des Bouches-du-Rhône. Je préside la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et je vais le dire aussi naturellement parce que je travaille, je ne prévois rien. Les choses s'ouvrent et s'offrent. En fait, je reviens à mon premier patron, le colonel Lafourcade. Quand je suis recruté comme chef de service, à l'époque, les chefs de service dans le SDIS du Var avaient tous un véhicule de service. Et quand j'arrive naturellement qu'il me recrute, je dis, mon colonel, est-ce que j'aurai un véhicule de service? Et là, il me dit non. Et pendant près d'un an, je fais mes trajets tout seul avec ma petite 205 d'étudiants, alors que d'autres qui sont moins gradés que moi ont un véhicule de service parce qu'ils sont chefs de service. Et un jour, mon supérieur hiérarchique direct me convoque dans son bureau et me dit, voilà, le colonel vous a fait commander une voiture, vous aurez une voiture à compter de telle date. J'ai appris ce jour-là qu'il fallait donner avant de recevoir. Et donc je ne demande rien et les choses arrivent, tout simplement. Visage, Thierry Lyonnais. Grégory Allione, j'aimerais qu'on parle maintenant de votre métier de sapeur-pompier et de donner aussi quelques chiffres aux auditeurs, parce que je crois qu'ils ne réalisent pas, comme je ne réalisais pas avant de préparer cette rencontre avec vous, le nombre de sapeurs-pompiers d'intervention. Alors donnez-nous quelques chiffres. Vous êtes combien aujourd'hui en France de sapeurs-pompiers? 250 000 sapeurs-pompiers en France, et ce qui est le plus beau, c'est que ce sont 200 000 pompiers volontaires, 40 000 pompiers professionnels et 10 000 militaires. Les 200 000 sapeurs-pompiers volontaires, 198 000 exactement, sont des gens des volontaires, tout à fait, qui ont un métier, qui ont une activité professionnelle, qui sont étudiants et qui donnent du temps pour accomplir cette mission au bénéfice des autres. Donc, les sapeurs-pompiers en France sont à 80% des sapeurs-pompiers volontaires. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 80%, 83% exactement du champ missionnel, des missions exécutées par les sapeurs-pompiers, c'est surtout du secours d'urgence aux personnes, avec le VSAV, la fameuse ambulance rouge que vous voyez. Donc, c'est pas l'incendie, le premier cœur de métier, c'est dorénavant le secours aux soins d'urgence, c'est la détresse de celles et ceux qui sont dans nos territoires. Alors ça aussi, ça a été une découverte pour moi, sur à peu près 5 millions d'interventions par an, un petit peu moins, 4 900 000 à peu près, seulement 5% sont de vraies urgences.
Alors oui, nous avons une difficulté aujourd'hui, c'est que nous sommes les derniers remparts du service public dans tous les territoires. Presque 7000 casernes sur l'ensemble du territoire, 250 000 personnes sur l'ensemble du territoire. Donc en fait, c'est le dernier rempart à la détresse. Lorsqu'il n'y a plus personne, les sapeurs-pompiers répondent. Alors il faut que l'on revienne à cela parce que il est important de solliciter les sapeurs-pompiers qui sont préparés pour l'urgence réellement, et non pas les solliciter pour tout et n'importe quoi, je le dis régulièrement. Ouais, c'est ça votre expression. On vous appelle pour tout et n'importe quoi. Oui, on nous appelle pour du futile. Je connais quelqu'un qui préside le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et qui dit, avec beaucoup d'humour, qui dit, tu sais, quand tu sais pas faire ton lacet, t'appelles les pompiers. Donc aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est que les sapeurs-pompiers sont sollicités pour tout et n'importe quoi, avec 2 incidences. La première incidence, c'est que on détruit le moral des pompiers. C'est-à-dire que lorsque vous appelez un sapeur-pompier professionnel qui est préparé pour l'urgence et lorsque vous l'attendez sur votre seuil avec votre valise pour aller finalement accoucher, parce que c'est ce que l'on a, ou parce que vous êtes fait simplement une entorse de la cheville, quelque part, oui, on vient à rebrousse-poil parce que derrière, on peut être appelé par une urgence et l'ambulance que l'on a détachée pour vous, finalement, elle ne servira pas à l'urgence. Et ça veut dire que les gens sont mal informés, qu'ils ne savent pas qui appeler, qu'au lieu de vous appeler vous, il ferait mieux d'appeler le SAMU, par exemple? Aujourd'hui, nous, ce que l'on préconise, c'est de la création d'un numéro d'urgence, le 112. Et d'ailleurs, le président Macron s'est engagé à le mettre en œuvre avec l'expérimentation. Donc il n'existe pas encore, ce 112 ? Alors, il existe, mais ce que l'on souhaite, c'est non seulement le numéro d'urgence, mais correspondre en face avec l'ensemble des services qui répondent aux urgences. Donc une plateforme qui va savoir redispatcher l'appel. Exactement, et qui sollicitera les bons services. Et il faut qu'on le dise aussi à nos concitoyens, c'est que solliciter du service public, c'est de l'impôt. Derrière, c'est la conséquence, et que solliciter les sapeurs-pompiers ne fait pas arriver plus vite aux urgences et ne fait pas passer plus vite aux urgences. Donc aujourd'hui, une entorse ou aller accoucher, on peut se déplacer tranquillement, sereinement. Il y a des médecins prêts pour ça. C'est pas la peine de solliciter. Donc finalement, les services de secours et d'urgence. Et derrière, avoir un service et le ministère de la Santé s'oriente là-dessus. Le service d'accès aux soins avec un numéro qui soit dédié au conseil médical, aux soins, et qui offre la possibilité d'aller finalement se soigner sans appeler quelqu'un qui est prêt pour l'urgence. Alors je sais qu'on pourrait faire toute une émission sur les nécessaires modifications du milieu des sapeurs-pompiers aujourd'hui, de vos besoins, tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience humaine dans cette émission, et donc je suis heureux de vous rencontrer, vous, en tant que sapeur-pompier, mais aussi le responsable de tous les sapeurs-pompiers de France. Donc vous connaissez bien ce que vivent vos confrères et vos consoeurs pompiers. D'ailleurs, je dis consoeurs, il y a combien de pourcents de femmes qui sont sapeurs-pompiers ? Au niveau national, on est à 17%, on était très en dessous de ce taux il y a quelque temps. On a beaucoup d'objectifs en termes d'équité. Avant de venir au sein de cette émission, j'étais avec une de mes cadres sur la mission équité au sein de mon corps départemental. Et en fait, on essaie de développer la féminisation, la diversité. Des professionnels ou des volontaires ? Tout le monde, tous les corps de sapeurs-pompiers se féminisent. Mais pourquoi est-ce qu'il y a moins de femmes alors ? Parce que c'est quand même physique comme métier ? Je vais vous répondre, on a besoin des médias pour faire changer l'image. Et lorsque certains médias arrêteront de faire passer le samedi et le dimanche à 13h des images qui mettent en exergue le fait qu'il faut être hyper sportif, hyper musclé pour accomplir une mission de sapeur-pompier, ce qui est totalement faux déjà, peut-être qu'on arrivera à séduire et à convaincre. C'est totalement faux quand on voit les images où vous luttez contre les incendies, vous déroulez vos tuyaux, vous montez vos échelles. On a l'impression qu'il faut quand même être costaud, non ? Alors 2 choses. Premièrement, c'est que c'est 5% des interventions. Et deuxièmement, il y a beaucoup de matériel qui sont dorénavant étudiés pour faire en sorte que justement, ils soient adaptés à l'ensemble de celles et ceux qui constituent nos équipages. Donc, il faut avoir une forme physique. Il faut s'entretenir, mais il ne s'agit pas d'être Superman. Donc c'est ouvert aux femmes, que celles qui nous entendent et qui ont envie de s'engager. À toutes celles et ceux qui ont envie de s'engager. C'est ouvert à toutes celles et ceux qui ont envie de s'engager. On a de l'engagement différencié, ce qui veut dire que, en fonction de votre volonté, vous pouvez accomplir des missions qui seront celles que vous souhaiterez accomplir, premier point. Et deuxième point, engagement différencié aussi sur l'aptitude physique et médicale. Et typiquement, dans tous les corps départementaux, nous avons des personnes qui ont des handicaps et qui sont pour autant intégrées en fonction de leurs capacités, qui peuvent accomplir des missions dorénavant chez les sapeurs-pompiers. On a fait évoluer la profession. Effectivement, en vous attendant à l'accueil, je feuilletais votre revue et j'ai vu qu'il y avait
un aveugle qui travaillait avec vous, par exemple. Oui, il y a un aveugle qui prend les appels, il y a quelqu'un qui a souffert d'un accident en service qui est dorénavant en train de prendre les appels. J'ai fait rentrer un handicapé qui avait eu un accident de moto et qui aujourd'hui est sur un fauteuil roulant et qui prend des appels. On a des collègues qui ont différentes pathologies et qui sont pour autant dans les ambulances ou dans les fourgons pompotonnes. Donc oui, il y a de l'engagement différencié en fonction de ce que l'on souhaite et aussi de notre attitude. Alors Grégory Allione, qu'est-ce qui motive un homme ou une femme à devenir sapeur-pompier? Je reviendrai toujours sur le même leitmotiv, c'est cet attachement au territoire, cet attachement aux autres. Et puis il y a autre chose aussi, c'est la vie en caserne. La vie en caserne, la vie avec les autres. Ce qui nous dépite un peu aujourd'hui, et on le retrouve après cette situation sanitaire que l'on a vécue, c'est que finalement, nous ne sommes que des êtres accomplis lorsqu'on vit en groupe. Et le groupe a beaucoup d'importance pour l'individu. Je dis souvent que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Premier élément. Deuxièmement, les autres nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes et sur l'environnement qui nous entoure. Donc le groupe, la caserne, tout ça aussi est une vraie motivation. Quand vous dites la caserne, expliquez, parce que le pompier professionnel, il vit en caserne comme un militaire? Non, pas du tout. Il y a juste les sapeurs-pompiers de Paris ou les marins-pompiers à Marseille qui vivent toujours en unité puisqu'ils sont militaires. Mais maintenant en France, sur tout le territoire, et de nombreux pays fonctionnent comme cela, les sapeurs-pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires, ne vivent plus ou ne vivent pas en caserne. Alors quand vous dites en caserne, c'est quoi? C'est cette vie la vie que vous en vivez caserne, ici, là? La vie en caserne, c'est lorsque vous prenez la garde le matin à 7h, 8h, lorsque vous arrivez, que vous êtes appelé et que vous vivez la caserne, c'est le groupe d'hommes. Et le tissu associatif a beaucoup joué aussi dans cette relation-là, ce qu'on appelle l'amicale. Vous savez, quand vous voyez les personnels venir faire le calendrier, c'est pour permettre justement d'avoir des ressources pour animer la caserne. Et lorsque l'on connaît nos communes, je prendrai l'exemple de la ruralité, mais une vie de commune ne vit pas sans tissu associatif. Le tissu associatif, c'est l'énergie, c'est le sang même de la vie en communauté. Et dans une caserne, c'est l'amicale qui fait vivre également ces moments de retrouvailles entre les personnels. Et cette vie-là, je crois qu'elle est irremplaçable parce qu'il y a une vraie camaraderie. Alors, il y a cette vie commune que vous dites, cette vie en caserne, cette fraternité entre vous, on y reviendra, une très très grande solidarité, notamment avec les familles de ceux qui sont décédés en mission, mais on en parlera, les pupilles dont vous vous occupez comme président du groupe des pupilles des sapeurs-pompiers. Mais je voudrais qu'on parle d'un mot qui s'appelle l'abnégation. Dans votre livre, Sapeurs-pompiers, un engagement au quotidien, vous dites l'abnégation est le sens de notre mission. Qu'est-ce que vous mettez sur ce mot abnégation ? C'est, à un moment donné, les uns et les autres, on a tous eu des situations opérationnelles où on faisait passer l'intérêt collectif, la mission, avant de se soucier de sa propre raison d'être ou sa propre situation familiale ou sa propre situation matérielle. J'ai des collègues qui ont vécu des situations opérationnelles qui continuaient de gérer et qui pour autant, ils avaient la maison inondée, ils avaient la maison menacée par le feu. Moi, j'ai vécu à titre personnel des situations où je mettais en avant la mission opérationnelle alors que ma famille pouvait être en difficulté ou était menacée par une situation opérationnelle. Donc c'est cela l'abnégation, c'est quand à un moment donné, la mission
que vous accomplissez dépasse sa propre situation et son propre intérêt personnel. Alors c'est dur, hein, c'est très très dur. Mais donnez-nous un exemple très concret que vous avez vécu. Mais typiquement, moi, j'ai des camarades qui, pendant qu'ils géraient au centre opérationnel départemental le 10 août 2016, avaient leur maison menacée, leurs femmes menacées dans des maisons qui étaient en forêt. Moi, j'ai vécu une situation où j'étais au centre opérationnel national où pendant que ma fille était menacée par les inondations du mois de juin 2010 à Draguignan. Donc c'est des situations qui sont très complexes à vivre. Comment on gère ça ? Vous êtes loin, vous savez votre famille menacée, c'est votre métier en plus de sauver. Et comment vous avez géré ça ? Comment on gère ça ? On gère ça grâce aux amis sapeurs-pompiers à qui on demande de prendre soin et de vérifier que tout aille bien. On calme sa femme qui a absolument envie de récupérer la Mathilde qui avait 4 ans. Et là, vous lui dites, reste à la maison, quoi. Ne va pas la chercher. Sauf qu'elle prend la voiture quand même et qu'à un moment, il faut la raisonner parce que le cours d'eau est tellement violent qu'il faut pas le traverser. Qu'elle se met à pleurer, mais que pour autant, au téléphone, j'arrive à la convaincre qu'il faut rebrousser chemin. Et ma fille qui a vécu une nuit dans son école, et j'étais rassuré à peu près toutes les 2-3 heures parce qu'il y avait des rondes de sapeurs-pompiers qui me disaient c'est bon, ta gamine, c'est bon, elle est avec tous, et ils rigolent et tout va bien. Et là, vous étiez opérationnel ailleurs à ce moment-là. J'étais à Paris et j'étais au centre opérationnel et j'ai alimenté en notes et en éléments pour le ministre parce qu'il y avait des morts, parce que c'était une situation catastrophique et que l'on engageait du personnel en renfort, etc. Mais tous, on a vécu ce type de moment et l'abnégation, pour revenir à ce que vous disiez, c'est arriver à consacrer la mission alors que vous-même, vous avez une situation qui peut familialement ou personnellement être complexe. Donc ça veut dire faire passer l'autre avant vous et avant vos préoccupations personnelles. C'est totalement ça, mais c'est au quotidien. C'est pas facile à vivre, ça. Non, c'est pas facile parce que quand on regarde dans le rétroviseur de temps en temps, ce que j'évoquais tout à l'heure, des remords, des regrets, on peut avoir quelques remords, on passe à côté de choses. Mais la mission est tellement belle, le métier est tellement agréable, tellement joli. Ça fait partie de la mission, et puis après il faut regarder toujours devant, et finalement quand je prends ce qui m'est arrivé, regardez, tout va bien aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'était les bonnes options. Alors Grégory Allione, j'aime bien toujours regarder les devises des militaires que je rencontre, les devises des compagnons du Tour de France ou les devises des pompiers. Alors j'ai découvert qu'il y avait 2 devises chez les pompiers, qu'il y en avait une à Paris, oui, qui était sauver ou périr, et qu'il y en avait une autre en province, courage et dévouement. Alors d'abord, pourquoi 2 devises ? Alors premièrement, parce que les militaires ont depuis la nuit des temps et depuis la création de la brigade sapeurs-pompiers de Paris, donc sous Napoléon III, suite au feu de l'ambassade d'Autriche, ont choisi cette devise parce qu'ils consacraient finalement leur vie au bénéfice de la protection de la population. Donc c'est le sacrifice suprême. Donc sauver ou périr. Sauver ou périr à Paris. Nous, on a souhaité faire évoluer cette devise-là, qui était à un moment donné la nôtre aussi, parce que l'on pense que aujourd'hui, le sacrifice suprême, c'est l'accident, et c'est pas nécessairement un engagement total qui doit être consacré. Courage et dévouement, c'est, je dirais, l'expression même de ce que les 250 000 sapeurs-pompiers expriment au quotidien. Et lorsque l'on en perd un ou plusieurs, d'ailleurs dans certains drames, c'est l'événement indésirable. Donc c'est que l'on aura subi un événement qui n'aura pas été désiré, parce que consacrer sa vie aux autres, c'est un fait. Se mettre en péril est autre chose. Donc aujourd'hui, que ce soit les sapeurs-pompiers de Paris ou en province, comme vous avez dit, on essaie toujours de prendre soin de nos équipes et on évite de se mettre en danger aussi dans une situation opérationnelle. On va pas mourir pour dire j'ai tout engagé pour quelqu'un qui ne peut pas être récupéré de cette situation. On va pas se jeter à l'eau dans un torrent qui est une déferlante sans être assuré. Vous évaluez le risque. Il faut toujours évaluer le risque, prendre en compte tout l'environnement pour faire que lorsqu'on engage, on s'engage en sécurité. Mais on peut pas nier qu'il y a des morts, et en arrivant ici, à Marseille, dans les locaux des sapeurs-pompiers de Marseille où vous êtes installés, j'ai été frappé par la liste, là, à l'accueil, en bas, à la mémoire de nos frères d'armes, écrivez-vous, et de 2000 à 2020, j'ai été impressionné par la liste de pompiers volontaires, professionnels qui sont morts. En moyenne, une quinzaine par an à peu près. C'est totalement ça. Alors, on avait des années qui étaient terribles. Avant les années 2000, on avait des années à avoir
3 fois plus par moment de morts par an. Donc c'est-à-dire quoi, 40 ? On a atteint la trentaine, la quarantaine par selon les périodes, selon les années. Avec des circonstances dramatiques, que ce soit les feux de forêt ou des inondations ou des situations opérationnelles très tendues. Je dirais qu'il y a eu un vrai virage dans notre profession. C'est l'année 2002. L'année 2002, il y a 2 événements dramatiques. À Neuilly, on perd 5 collègues. Et à Loriol, au mois de novembre, où on perd 4 collègues. Et là aussi, des événements dramatiques qui ont fait réagir nos autorités. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'est Nicolas Sarkozy. Il missionne un colonel qui est à l'inspection générale et il lui demande de mettre en place toute une liste de préconisations pour éviter que l'on ait de nouveaux drames. Mais vous ne pourrez jamais éviter complètement les drames. Alors pour autant, c'est là où il y a une vraie prise de conscience et c'est le rapport Pourny qui est sorti et qui nous a indiqué le chemin à suivre pour améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité à l'intérieur au quotidien comme en situation opérationnelle complexe. Et on a mis en place tout un lot de préconisations. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais. On s'engage jusqu'au bout, mais on va le faire en toute sécurité. On va analyser beaucoup plus que peut-être on ne le faisait jusqu'à présent. Et on forme beaucoup à l'appréciation de l'environnement, que ce soit la lecture du feu, que ce soit la lecture de l'eau, que ce soit également sur la route. On va prévenir, on va se protéger avant d'aller secourir. Et ça, c'est très important. Il y a toujours des accidents. Dans le magazine que je lisais en vous attendant, j'ai vu un crash d'hélicoptère en 2019 avec 3 sapeurs-pompiers qui meurent. Vous avez 2 confrères lors de grandes inondations dans le Var qui ont été emportés. Dans le 06, oui, dans le Alpes-Maritimes. Qui ont été emportés. La mort d'un pompier, c'est toujours une éventualité. J'imagine que vous, en tant que responsable national, vous savez très bien que à chaque grosse intervention, il peut y avoir un de vos confrères qui va mourir. Alors, on le vit comment, ça ? Alors c'est chaque fois un drame. C'est chaque fois un drame collectif qui rappelle généralement à des failures individuelles et personnelles. Moi, j'ai commencé à perdre des collègues, j'avais 18 ans. Donc j'ai perdu des camarades, je me suis retrouvé sur une place à Cuers, j'avais 19 ans, où on avait des collègues qui étaient morts sur un feu le 21 juin 1990, et c'était des gamins qui avaient 17 ans. Donc on a tous subi à un moment donné, donc forcément ça nous rappelle des choses. Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle qu'on a ôté la vie. Vous savez, chaque fois, moi j'ai une phrase, chaque fois notamment sur les feux de forêt. La plus belle opération que l'on arrive à conduire en feu de forêt, c'est lorsque tout le monde est rentré à la maison. Et lorsque l'on conduit une opération, qu'on est chef, que l'on soit le chef du camion, le chef de l'ambulance, chef d'agré, comme l'on dit chez nous, le chef de groupe, quel que soit le chef, dès l'instant où la mission est terminée, que tout le monde rentre, que le feu est éteint et que tout le monde rentre. Que tout le monde rentre, que c'est une mission réussie. Et aujourd'hui, en fait, ce qui nous interpelle, c'est que sur les grosses opérations, on peut avoir des drames, comme vous avez évoqué. Mais surtout aujourd'hui, on est en fragilité, en difficulté lorsqu'on se retrouve à 3 avec notre ambulance et que l'on arrive aussi dans un milieu social délétère, déconstruit, où on a de l'agressivité. Et là, on peut en fait se prendre un mauvais coup alors que l'on est venu secourir. Alors ça, c'est hallucinant. Vous le décrivez dans votre livre. Vous dites qu'il y a 200% d'agressions contre les sapeurs-pompiers qui ont augmenté en une vingtaine d'années, depuis l'an 2000, plus de 200% d'agression. Et là, comment on vit ça ? On vient en tant que sapeur-pompier pour aider, sauver, et on se fait caillasser, voire dans le pire des cas, poignarder. Oui, je reviendrai sur... Il y a 2 typologies. La première typologie, c'est les quartiers dits sensibles, où effectivement il y a de l'agressivité à l'égard de la force publique, de manière générale. Et là, vous le vivez concrètement ici à Marseille, dans les quartiers nord ? Oui, à Marseille, quartier nord pour les collègues marins, mais de partout dans les autres communes. Et il ne faut pas croire non plus que ce soit chaque fois des cités très urbaines. On a des lieux en ruralité où il y a des phénomènes de violence à l'égard des forces publiques, que sont les sapeurs-pompiers ou les gendarmes ou les policiers. Donc, généralement, on attire les pompiers, on commence à les caillasser pour que derrière il y ait les forces de l'ordre qui arrivent et que ça, finalement, Pourquoi on fait ça contre vous ?
Contre la police, on va dire, on peut éventuellement comprendre, mais contre les sapeurs-pompiers, pourquoi on vous caillasse, pourquoi on vous menace? Je crois que il y a beaucoup de jeunesse et beaucoup d'immaturité dans ces actes, parfois de l'imbécilité. Je vais le traduire comme ça. Je pourrais dire un autre mot, mais il serait gros. Mais je pourrais dire aussi que il y a du règlement de compte entre forces de l'ordre et certains points de deal, parce qu'il y a ces sujets de la drogue qui détériorent beaucoup notre tissu humain. Et après, il y a un autre phénomène, parce que je voudrais pas m'appesantir sur ces phénomènes qui sont identifiés et qui sont connus des forces de l'ordre, mais il y a un autre phénomène, c'est qu'il y a beaucoup d'agressivité au sein de la société. Et j'évoquais un milieu familial délétère, déconstruit, une situation sociale abîmée, où finalement le tissu familial devient un lieu de violence régulier, quotidien, où les sapeurs-pompiers sont le dernier rempart et le dernier témoin de ce qui peut se passer. Et c'est dans ces moments-là où en fait nos équipes sont très vulnérables, parce que viennent secourir, et que lorsqu'on vient secourir, on est bras ouverts, alors que parfois il faut être point fermé. Et c'est peut-être cette difficulté-là, quand vous arrivez bras ouverts, vous n'êtes pas les poings fermés, vous ne pensez pas que vous pouvez faire face à l'agressivité, et là vous prenez un mauvais coup. Vous dites la majorité des gens qui vous agressent sont ceux que vous venez secourir ou l'entourage proche de ceux que vous venez secourir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec des problèmes psychologiques, des problèmes de drogue, d'alcool. Oui, vous avez cité la plupart des phénomènes qui se produisent. Vous avez le sujet psychologique, où on a des malades qui ne suivent pas leur traitement ou qui ne sont pas internés parce qu'ils mériteraient de l'être, et on n'a pas suffisamment de lits psychiatriques pour les soigner. Donc on a cette détresse qui nous agresse. Et après, ensuite, il y a la situation liée à l'alcool, aux drogues, liée à la situation financière aussi. Donc tout cela, on le retrouve, et de l'agressivité à l'endroit des sapeurs-pompiers. Et je suis sûr que parmi vos auditeurs, il peut y avoir des gens qui disent c'est inadmissible, et qui demain, dans une situation qui sera détériorée, où quelqu'un de sa famille, parce qu'il est sous alcool, sous drogue, ou parce que la situation financière est complexe à l'intérieur du couple, agressera les sapeurs-pompiers. Donc, autour de nous, on a des agresseurs potentiels des forces de l'ordre et des sapeurs-pompiers. Et je peux vous assurer que les uns et les autres, on a souvent été très étonnés de voir celui ou celle qui avait agressé les sapeurs-pompiers, parce que c'était monsieur et madame tout le monde, un cas normal, quelqu'un qui le matin va acheter sa baguette de pain et qui se retrouve avec le sapeur-pompier en train de mener les enfants à l'école. Donc, vous le dites très bien dans votre livre, Grégory Allione, ainsi que Olivier Richefou, qui est maire d'une ville et qui voit aussi ses problèmes sociaux. C'est pas que dans les banlieues, et loin de là, c'est souvent dans des départements qu'on pourrait pas imaginer où il y a le plus d'agressions contre les pompiers. Et souvent des départements ruraux. Mais ça va plus loin que ça. Je crois qu'il y a même un modèle sociétal à évoquer. Je pense que nos décideurs devraient comprendre que entre les grandes barres d'immeubles qui concentrent des populations, qui sont les lieux où on a des difficultés, et le lopin de terre où chacun pense que l'accès à la maison individuelle, c'est le bonheur, entre ces deux-là, il y a peut-être un monde à retrouver, parce que les deux lieux que je viens de citer sont les deux lieux où on trouve le plus de difficultés, le plus de problèmes sociaux et le plus d'agressivité à l'égard des sapeurs-pompiers. Parce que dans la ruralité, le lopin de terre, c'est très généralement quelque chose qui est arraché à la force des poings et de la sueur. Avec derrière, on vivait en site urbain où il y avait des transports, il faut 2 voitures. À la fin du mois, on s'en sort plus, on rentre tard, on s'endette. Les enfants qui ont 14 ans sont dans la rue parce que les parents sont dans les bouchons. Enfin, il y a tout ça qu'il faut revisiter et resituer, parce que l'agressivité vient aussi de ce modèle social. Grégory Allione, j'aimerais qu'on parle un instant de la solidarité entre vous, parce que là on a parlé des difficultés, on a parlé des accidents de vos confrères qui meurent chaque année dans l'exercice de leur mission. Il y a une très forte solidarité entre sapeurs-pompiers. Je l'ai vraiment découvert. Vous pouvez me parler de l'œuvre des pupilles dont vous êtes le président ? Oui, lorsque vous êtes président de la Fédération nationale, vous êtes président de l'œuvre des pupilles. Et la solidarité, elle vient déjà au sein du centre de secours. Tout à l'heure, lorsque j'évoquais ce sujet de la convivialité, de la solidarité de la famille avec l'amicale, celle qui fait le calendrier. Le calendrier va servir à mettre de la convivialité, du lien, mais va aussi servir à la solidarité et aux œuvres. Et typiquement, au niveau sommital, l'œuvre des pupilles accompagne 1486 pupilles. C'est près de 900 familles qui sont accompagnées. Donc ça veut dire très concrètement, ces pupilles
sont des enfants dont le père ou la mère est décédé en mission, en service, ou hors service avec des maladies typiques où il y a nécessité d'accompagner les familles. Et c'est quoi ? C'est des trimestriellement, on accompagne pendant la scolarité, c'est que l'on accompagne pour avoir le permis de conduire, c'est que l'on accompagne sur les études supérieures, c'est que l'on accompagne lorsque le pupille va voler de ses propres ailes et va avoir une prime d'installation. Donc c'est pendant la crise du Covid, nos pupilles étaient accompagnés notamment pour faire en sorte qu'ils puissent avoir chacun un ordinateur et qu'ils soient en distanciel sur les cours qu'ils allaient recevoir. Donc c'est tout cet accompagnement-là que l'on va mettre en place. Donc ça veut dire que vous lâchez pas la famille une fois que l'un des membres est mort en mission, quoi. Vous êtes toujours là. Et la famille des sapeurs-pompiers est solidaire, et lorsque vous êtes un pompier un jour, vous êtes un pompier toujours. Et ça, c'est très important pour nous. Et qui plus est, il y a un élément qui est en train de se dérouler, qui pour nous touche, parce que les sapeurs-pompiers entre nous, on se reconnaît. Il y a une loi qui va être promulguée très prochainement, c'est la loi Matras. Et dans cette loi, il est dit que finalement, les pupilles de sapeurs-pompiers sont pupilles de la République. C'est une vraie reconnaissance de l'État. C'est le président Macron qui l'a souhaité dans le cadre justement de la reconnaissance de l'engagement de celles et ceux qui donnent de leur vie pour le bien commun. Donc, et nous, l'œuvre des pupilles, on veut accompagner ce dispositif-là pour faire en sorte que nos enfants soient encore mieux protégés et mieux reconnus par la nation. Grégory Allione, j'aimerais qu'on parle maintenant des 5 éléments. Il y a un chapitre dans votre livre que j'ai trouvé très intéressant, que vous appelez les 5 éléments ou la quintessence. Là, vous faites allusion à des connaissances de philosophie, peut-être pour certains, qui remontent assez loin, jusqu'à Aristote, sur la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, qu'on connaît moins. Donc on va parler de ces éléments, parce que je trouve très intéressant le regard d'un sapeur-pompier sur son rapport avec ces éléments. Alors forcément, quand on dit sapeur-pompier, on pense d'abord au feu. Le feu, on a un rapport finalement très ambigu avec le feu. C'est à la fois une source de vie, on en a besoin pour se réchauffer, pour se faire du bien, et en même temps, pour vous, c'est l'ennemi que vous combattez. Alors quel rapport vous avez avec le feu ? Très ambivalent. Très ambivalent et très, très, très complexe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut avoir certains pompiers mal situés psychologiquement qui deviennent pyromanes. C'est ce sujet-là. On a aussi, arrivé, bien sûr, et ça peut encore arriver. Fasciné par le feu, quoi. Oui, et puis de toute façon, le monde sapeur-pompier, nous sommes 250 000, nous représentons la société, donc nous avons nos propres difficultés aussi à l'intérieur du corps. Il faut savoir reconnaître cela. C'est pas parce que vous êtes en haut d'une pyramide que vous devez ignorer le fait que au sein du corps, vous avez des difficultés aussi à traiter. On peut avoir ces difficultés-là, mais c'est très ambivalent. Pourquoi ? Parce que le feu, oui, on lutte contre, et il faut absolument lutter contre, mais pour autant, le lieu où l'on se retrouve au sein de la caserne s'appelle le foyer. Le foyer, c'est là où on faisait brûler l'âme, justement, et où le cœur de famille se retrouve. Donc vous voyez qu'il y a déjà des termes, même ne serait-ce que dans la dénomination des lieux de caserne, où il y a des choses qui rappellent le feu. Et puis ce feu, il est destructeur, mais nous, il peut nous servir aussi. Vous l'utilisez, le feu ? Oui, hein ? oui. En contre-feu, c'est ça ? Depuis 2004, la loi de modernisation de sécurité civile nous a permis d'utiliser le contre-feu. Alors, on nous appelle ça du brûlage tactique. C'est pour justement contrarier le feu. Ce que l'on fait, c'est qu'on allume des feux secondaires où l'on détruit la masse combustible pour faire en sorte que lorsque le feu principal contre lequel on lutte arrive et se casse la figure, typiquement sur des zones de brûlis où il n'y a plus de combustible, et on l'arrête ainsi. Donc, lorsque l'on a des situations opérationnelles très tendues dans le sud de la France ou ailleurs, justement, on utilise le feu en situation tactique, où on peut l'utiliser aussi l'hiver pour nettoyer des zones, pour préparer justement la saison estivale. C'est du débroussaillement typiquement. Alors vous venez de dire, Grégory Allione, dans le sud de la France, c'est vrai que jusqu'à maintenant, on associait les feux de forêt au sud de la France, quoi. Tous les étés, on s'attendait à voir à la télé les Canadaires qui allaient éteindre les feux dans le Var, les Bouches-du-Rhône. Avec le réchauffement climatique, est-ce que les feux montent peu à peu dans le nord de la France ?
Ils ne font pas que monter, ils s'étendent. Le dérèglement climatique, parce que je parle plutôt du dérèglement climatique qui est ce que l'on constate nous. Vous faites quelle nuance entre réchauffement climatique et dérèglement? Le réchauffement climatique induit visiblement du dérèglement. Le dérèglement, c'est des événements différents, que ce soit des périodes de sécheresse intenses, et sur l'intensité en termes de température, mais aussi sur le nombre de mois concernés par ces périodes qui sont de plus en plus longues. Mais c'est aussi le dérèglement climatique, c'est toutes ces tempêtes que l'on connaît, toutes ces inondations que l'on connaît. Donc c'est cela, le dérèglement climatique, qui est certainement la conséquence du réchauffement. Mais je sais que vous êtes parti, vous personnellement, en 2020, je crois, en Australie, Janvier, oui. Pour lutter contre les méga-feux australiens. Oui. Donc là, les Australiens se sont trouvés face à des feux gigantesques qu'ils n'avaient pas connus jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, on a une difficulté, c'est que ces feux s'étendent sur le territoire, quel qu'il soit métropolitain, national, européen. Ils s'étendent sur les territoires australiens, mais on s'aperçoit qu'ils ont une virulence aujourd'hui que l'on ne connaissait pas. Les Australiens, c'est dû à quoi alors? Les Australiens les qualifient d'agressifs parce que les périodes de sécheresse sont de plus en plus longues et donc on a affaire à des feux qui sont très très violents en intensité. Et autre chose, un élément, c'est que nous, en France, on a une tactique, c'est que lorsqu'un feu éclot, on va tout mettre pour faire en sorte qu'il, justement, ne dépasse pas le 1 hectare ou 5 hectares pour le laisser concerner une petite enveloppe de superficie brûlée. Les Australiens ou les Anglo-Saxons avaient pour habitude de laisser partir les feux parce qu'ils pensaient que ça régénérait la végétation et que le biotope devait se régénérer grâce au feu. Aujourd'hui, ils perçoivent qu'avec le dérèglement climatique, ils n'arrivent plus à les contenir. Et on fait face à des méga-feux. Dans le sud de la France ou même dans les Landes de Gascogne, on s'aperçoit que les feux aujourd'hui, si on ne les a pas arrêtés dans les premiers instants, ils deviennent difficilement contrôlables. C'est-à-dire qu'on peut avoir en France des méga-feux? Oui, bien sûr. Sans difficulté, notamment dans le sud de la France en ce moment. Et vu la projection de l'évolution de la végétation et de la sécheresse sur notre territoire, c'est quelque chose que l'on connaîtra. Et moi, ce que j'ose à dire, c'est qu'aujourd'hui, le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, c'est pas 2030 ou 2050. Nous, c'est notre quotidien. Notre quotidien parce que on fait des feux qui sont de plus en plus virulents et qui concernent des espaces qui n'étaient pas menacés jusqu'à présent et on fait de plus en plus d'inondations, de tempêtes. Grégory Allione, il y a ces feux de forêt, ici dans la région de Marseille, vous connaissez bien, vous êtes confronté à cela. En gros, il y a à peu près 4000 feux de forêt par an, d'après les chiffres que j'ai obtenus. 600 à 700 décès par an de feux, mais de feux domestiques. Oui, c'est énorme. Quand j'ai vu ce chiffre, 600 à 700 décès d'hommes, de femmes qui meurent dans les incendies de leur maison. Aujourd'hui, on en appelle, avec la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, à une prise de conscience de nos pouvoirs politiques. Et on imagine et on pense et on souhaite que le prochain quinquennat, porté par celui ou celle qui portera le flambeau de la présidence de la République, prenne en compte le fait qu'il faille une vraie politique publique de protection civile. Je m'explique, on a parlé des feux de forêt, on a parlé des inondations. Notre population n'est pas adaptée aux comportements qui sauvent. Je prends un autre exemple. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer les populations au risque. Il faut éduquer les populations pas seulement aux gestes de survie, mais au risque. Exactement, aux gestes de survie, aux comportements qui sauvent. Donc cette éducation des populations n'est pas faite correctement ou n'est pas faite suffisamment. Il faudra avoir une véritable politique publique. Et je prends un autre exemple. C'est qu'en 2019, rue Erlanger, à Paris, 16e arrondissement, 10 morts. Ce qui veut dire que Ça, c'était le gaz, C'était un feu. L'origine, peu importe. Ouais. Il y a eu un feu dans un immeuble. En pleine nuit, dans un immeuble. Donc 10 morts dans la capitale de la 4e puissance du monde. Vous dites, c'est pas normal. Et dans le 16e arrondissement. Donc c'est pas un bidonville, c'est pas des lieux où il y avait visiblement des gens très pauvres, donc l'habitation était suffisamment récente, pas de surpopulation. Donc oui, c'est pas normal. 10 morts. Donc ça veut dire qu'on n'est pas formé. J'insiste sur cette dimension de formation parce que je repense au Japon. Les Japonais, on les forme au risque. Oui. C'est impressionnant dans les écoles, aux tremblements de terre, aux incendies. On n'est pas informé, on n'est pas formé et on n'a pas suffisamment de piqûres de rappel. Typiquement, la nuit de la rue Erlanger, il n'y a aucun détecteur automatique de fumée qui s'est mis à sonner. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y avait des détecteurs qui n'avaient plus de piles ou il y a des détecteurs qui n'avaient pas été installés. Alors qu'on a fait une grande campagne de communication fut un temps. Aujourd'hui, on est revenu totalement en arrière. Ça veut dire que un clou, vous savez, quand vous voulez le planter, vous pouvez mettre un grand coup, mais vous avez plus de chances de le tordre. Par contre, si tous les matins vous vous levez, vous y mettez un petit coup, à un moment donné, il rentrera dans la poutre. Et c'est toute l'idée de la prévention des risques. C'est tous les jours que cela doit se faire.
Grégory Allione, en parlant de cet incendie, je pense forcément à ces sapeurs-pompiers qui ont ramassé les corps calcinés de ces hommes et de ces femmes qui ont brûlé. Comment on vit cela quand on est un pompier, qu'on a éteint un incendie et qu'on ramasse les cadavres calcinés d'hommes, de femmes, d'enfants? Mais il n'y a pas que les cadavres calcinés, il y a les cadavres aussi, ou les morts en situation d'accident de la route, dans les inondations. Alors, il y a deux éléments. Premièrement, on fait cela avec beaucoup de détachement, parce que c'est la mission, parce que la mission transcende. Mais on n'en reste pas sans séquelles. Donc c'est la raison pour laquelle... On fait ça avec détachement. On peut se détacher quand on ramasse le corps. Vous le citez, un moment de 2 enfants qui ont brûlé dans une maison. On le fait avec détachement, mais on en garde des séquelles. C'est peut-être ce que je viens de dire de manière précise. Ça veut dire qu'on va l'accomplir parce que c'est la mission, mais on en garde des séquelles parce qu'à un moment donné, on n'est pas insensible. Tout l'engagement est situé sur l'humain, donc forcément, vous en gardez des séquelles et parfois elles sont profondes. C'est la raison pour laquelle il y a un accompagnement psychologique à faire des sapeurs-pompiers ou des sauveteurs de manière générale. Ça se fait. Il y a des cellules d'accompagnement de pompiers. Oui, après avec des une vraie épreuves difficulté. Avec une vraie difficulté, c'est que nous, sapeurs-pompiers, de manière collective, nous pensons que nous sommes des surhumains, que finalement rien ne nous atteint, rien ne nous touche. En interne, vous avez ça? En interne, on a cette culture du dépassement de soi tellement important qu'on est sur le dépassement, même sur l'aspect psychologique. Et on sait très bien qu'il y a des chocs post-traumatiques, parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression d'entendre un militaire. Il y a des militaires sur le terrain, il faut qu'ils soient forts, prêts à tout, mais n'empêche quand ils reviennent d'Afghanistan ou du Mali, ils ont la valise chargée. Ils ont, comme vous dites, la valise chargée et il y a des chocs post-traumatiques. Même chose chez les pompiers. Bien sûr, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle il faut que l'on prenne soin. J'étais très récemment dans un comité d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail, CHSCT, avec des équipages qui ont souffert d'un accident sur un feu violent. Et je disais même à mes organisations syndicales et à mes personnels que j'allais presque obliger le passage devant un psychologue après un événement. Parce que l'on a des besoins ou pas besoin, en fait, on n'y va pas naturellement. Quand je dis obligé, je le dis avec beaucoup d'humanité. C'est pas obligé parce que je suis chef. C'est obligé à faire la démarche. C'est parce qu'on a besoin à un moment donné d'évoquer la chose. Et après, on a besoin de se faire soigner ou pas. C'est deux choses totalement différentes. Mais au moins, ce premier contact avec le monde de la psychologie qui est pour nous un élément qui nous fait penser que peut-être on aurait une faiblesse. Or, ces séquelles, ces chocs ne sont pas des faiblesses, c'est tout naturel parce qu'on est tellement humain que heureusement que l'on a ces séquelles. Ça, c'est une évolution à avoir au sein des sapeurs-pompiers. C'est la même évolution que l'acceptation des collègues féminines et l'évolution sur le fait qu'on n'est pas des surhumains, on n'est pas des super-héros, on est simplement monsieur et madame tout le monde. Visage RCF. Alors Grégory Allione, on va poursuivre avec les 5 éléments. L'eau, là aussi, paradoxal le rapport à l'eau. Vous l'utilisez et en même temps ça peut être votre ennemi. L'eau est un élément très favorable pour lutter contre les feux, mais c'est le pire ennemi parce que autant le feu vous pouvez l'arrêter, l'eau vous ne l'arrêtez jamais. Donc c'est le plus redoutable ennemi. Moi, c'est les événements liés à l'eau et notamment les inondations torrentielles. Ça crée des drames chaque année. En plus, avec la perméabilisation des sols, on se retrouve confronté avec des événements qui sont compliqués à gérer. C'est ce que vous avez vécu avec la tempête Alex en octobre 2020 dans les Alpes-Maritimes. Très récemment à Marseille, on avait une alerte rouge, ce qui est la première vécue dans la région. Donc oui, l'eau c'est très compliqué. Et aujourd'hui, quand on revient au comportement qui sauve, je vais vous citer un exemple, c'est que lorsqu'il y a des mouvements d'eau qui arrivent, des torrents, on dit qu'il faut évacuer, les gens restent chez eux, alors que lorsqu'il y a des feux en pleine forêt, si la maison est débroussaillée, il faut rester chez soi et les gens s'en vont. Vous voyez que là, que typiquement, on n'a pas réussi l'éducation des populations. Important d'éduquer au risque. Après l'eau, il y a l'air. L'air, c'est le vent. C'est quoi? Ennemi, ami, le vent? Les deux, toujours pareil, très ambivalent tous ces éléments-là. Le vent, c'est le pire ennemi, notamment lorsque l'on a des vents de terre. Les collègues des Landes de Gascogne savent ce que je veux dire. Ces vents de terre qui assèchent et qui
poussent les feux, mais comme le Mistral, la tramontane t'as redouté dans le sud de la France. Donc tous ces vents sont des ennemis parce qu'ils les assèchent. Ils jouent le rôle de sèche-cheveux sur la végétation en plein été. Et puis ils poussent le feu et puis ils amènent des particules incandescentes bien plus loin que le front de feu. Donc c'est des sautes de feu. Donc le vent est un ennemi. Et pour autant, on peut, je dirais, l'utiliser parce qu'avec le vent, on peut allumer le contre-feu. Et un feu, typiquement, lorsqu'il est poussé par un vent principal, dessous, il se génère son propre vent. C'est-à-dire qu'il y a de l'air frais qui arrive et qui l'alimente. Et ben, dans ce courant d'air frais, c'est là qu'on va allumer le contre-feu pour qu'il soit poussé par un vent contraire. Donc c'est très technique, ça peut apparaître très technique aux auditeurs, mais en fait, le vent, il est autant contrariant qu'il peut nous accompagner à lutter contre le véritable feu. J'aime bien Grégory Allione. 2 fois, vous m'avez dit, on n'est pas des surhommes, on est des hommes. L'homme que vous êtes, qu'est-ce qu'il a appris par rapport aux éléments? Comment vous vous situez, vous, en tant qu'homme, par rapport aux éléments? Un seul qualificatif, l'humilité face aux éléments. Et puis, je pense que je vais encore en apprendre, même si aujourd'hui, je commande des situations opérationnelles très complexes, etc. Vous en apprenez tous les jours et vous devez les aborder avec beaucoup d'humilité parce que tout est différent. L'environnement est différent, le comportement des gens sera différent. Donc, en fait, tout mon parcours de vie m'a appris une seule chose, c'est l'humilité, la simplicité, et puis aussi le fait d'aborder ça avec sérénité, parce que lorsque vous êtes calme, vous avez les troupes qui derrière agissent calmement. Alors, on va en parler dans un instant de l'attitude à avoir. Je finis avec les éléments. La terre, je passe assez rapidement. Sur l'attachement au territoire, plutôt, notamment. Voilà, vous insistez, vous dites la terre nourricière, l'attachement à mon terroir est l'essence même de mon engagement en tant que sapeur-pompier. Donc la terre, c'est l'amour du terroir. Mais alors le 5e élément? Il est terrible celui-là. L'éther. C'est le plus beau. Alors, c'est le plus beau. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous, l'éther? Pour moi, c'est un moment important. C'est lorsque je quitte le commandement d'une caserne et je sais que je ne vais plus commander de caserne, je dois faire un discours. Et je me dis, mais qu'est-ce que finalement tu vas pouvoir leur raconter, leur dire? Et en fait, il est l'essence même, ce 5e élément, de ce qu'est la vie d'un cadre, d'un officier de sapeur-pompier. C'est d'obtenir le meilleur des femmes et des hommes qu'il commande. Et c'est la quintessence. La quintessence, c'est ce que l'on arrive à produire, les uns et les autres, ensemble. C'est lorsqu'on se transcende, c'est lorsqu'on arrive à... Mais ensemble, les uns par les autres. Oui, parce que, encore une fois, seul, vous ne faites pas grand-chose. Et la plus petite unité indivisible chez les sapeurs-pompiers, c'est le binôme. Il faut absolument être 2 déjà pour conduire une action. Donc, on est forcément ensemble. Et j'ai souhaité leur dire dans mon discours que, effectivement, sur cette caserne à Brignoles, dans le Var, que j'avais commandée, on avait réussi à obtenir la quintessence, l'éther, parce qu'ensemble, on avait fait quelque chose de merveilleux et qui n'avait pas de mots. En fait, il n'y avait pas de qualificatif. Il y avait tantôt de l'amour, tantôt de l'amitié, tantôt beaucoup de professionnalisme, tantôt beaucoup de familiarité. Et cet élément-là, c'était la quintessence, c'est ce que l'on avait réussi à obtenir. Et c'est ce que je souhaite finalement à tout cadre, à tout officier ou à tout manager d'obtenir de l'ensemble qu'il a à diriger ou à cheffer ou à commander. Mais alors, vous venez d'utiliser le mot de amour. Dans votre livre, même en préface, vous écrivez « Le secours semble ainsi être une notion indissociable, même si la formule peut paraître grandiloquente, de l'amour de son prochain. » Bien sûr. C'est ça, finalement, ce qui vous habite au plus profond de vous, dans votre engagement de sapeur-pompier, Grégory Allione? Oui, l'amour du prochain. Oui, vous osez le dire? Oui, j'ose le dire. Et puis, j'ai coutume de dire aussi au personnel que je commande, que je dirige, ou j'aime mes femmes et mes hommes, mais je les aime pas comme j'aime ma femme, comme j'aime ma fille, comme j'aime mes parents, mon frère et ma sœur, mais je les aime au sens amour. Alors, je vais pas utiliser le terme amour chrétien, parce que c'est un amour qui n'a pas de religion, parce que la seule religion, c'est les sapeurs-pompiers, mais c'est un amour... Votre religion, c'est les sapeurs-pompiers. Oui, c'est parce qu'il anime. Vous, c'est pas une dimension spirituelle ou une dimension chrétienne qui vous anime, parce que là, c'est une notion d'amour du prochain. Moi, je dis toujours, moi, ma religion, c'est les sapeurs-pompiers, ou mon parti politique, c'est les sapeurs-pompiers de France. Donc, j'ai souvent cette phrase, et j'en suis intimement convaincu, mais oui, il faut aimer les autres, et puis il faut aimer les siens pour bien les défendre, bien les protéger. Donc, oui, j'aime celles et ceux avec qui je suis. Vous savez... Et ceux que vous sauvez aussi. Ceux que l'on sauve, forcément. Ouais. Mais il y avait un règlement d'instruction et de manœuvre qui était le texte
initiateur de ce que l'on devait apprendre dans les années 70, 80, 90, jusqu'à ce qu'on se réforme profondément avec les services que vous connaissez aujourd'hui. Il y avait, dans les dispositions générales, il y avait, chez les sapeurs-pompiers, on commande d'amitié. Donc, imaginez ce qu'ils ont réussi à écrire dans les années 70. Chez les sapeurs-pompiers, on obéit, on commande d'amitié. Donc, il y a réellement cet amour de l'autre. Et d'ailleurs, on obtient tout de nos personnels, non pas avec des galons, mais parce que simplement, ils agissent par amitié pour vous. Alors ça, vous le dites très clairement dans votre livre. Le galon n'a pas de valeur. C'est le regard que portent tes collaborateurs sur toi qui définit le niveau d'adhésion du groupe. Totalement. Qu'est-ce que c'est qu'être chef pour vous, Grégory Allione ? C'est respecter les autres. C'est respecter les autres, c'est avoir plus de devoirs que de droits. C'est tout ça, être chef. C'est être exemplaire, c'est agir pour le bien commun. Et lorsque vous avez ces 3-4 valeurs au fond des tripes, généralement, les gens vous font confiance. Et là, finalement, ils vous aiment et vous les menez au bout du monde. Parce que l'idée d'un chef, c'est pas de décréter, ça se décrète pas être chef. Être leader, être chef d'un pays, être le maire, être tout cela, ça se décrète pas, même s'il y a des élections. Mais à un moment donné, être leader, c'est les autres qui vous autorisent à être le leader, à être le chef finalement du groupe que vous avez à diriger. Et tout le monde ne peut pas être chef ou être leader. Il faut quand même certaines qualités, non ? Probablement, c'est comme les commerciaux, il y en a qui font de grandes études dans le commerce et qui n'arrivent jamais à vendre un aspirateur à qui que ce soit. Mais c'est la même chose, mais je crois que les autres vous façonnent aussi. Peut-être vous avez une âme de leader à la cour de récré, quand vous êtes tout gamin, vous êtes le chef de la cour de récré, mais après les autres vous apprennent aussi à être chef, parce que à la cour de récré, on est chef par autorité, par autoritarisme même, et après vous avez l'autorité que vous lèguent les autres, donc c'est cela le plus important. Moi, ce qui m'impressionne chez vous, les sapeurs-pompiers, c'est que vous êtes face au danger. Et quand on est face au danger, vous dites, commander, c'est garder son calme. Comment on peut garder son calme face à l'urgence ? Je crois qu'il y a l'expérience, et puis il y a aussi la formation. Lorsque l'on se forme régulièrement, lorsque l'on s'entraîne régulièrement, la situation opérationnelle que l'on aborde, elle fait appel à des registres, à des réflexes, et ça nous permet finalement de réagir au mieux et surtout de garder son calme, parce que garder son calme c'est important, surtout quel que soit le niveau de hiérarchie ou de responsabilité qui nous incombe, vous êtes le garant d'un système. Donc vous devez porter ça ne veut pas dire qu'on porte toute la misère du monde, on ne doit pas être accablé, au contraire on doit affronter sereinement, tranquillement. Moi j'aime bien l'expression, il faut avoir l'estomac en cuir pour aborder tout cela. Grégory Allione, pour terminer cet échange aujourd'hui, j'aimerais que vous me dites ce qui vous rend le plus heureux dans cet engagement. Pas qu'est-ce qui vous a rendu, mais qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, vous, responsable national de tous les sapeurs-pompiers de France. 2 registres. Le regard que portent les gens que l'on sauve ou que l'on vient de sortir d'une situation opérationnelle, et le regard que portent ces gens secourus aux sapeurs-pompiers qui viennent secourir. Je crois que c'est le plus beau des salaires. C'est ce regard brillant du merci, même sans mots. Il veut tout dire, ce regard. Et ensuite, le regard forcément des subordonnés, des collaborateurs, lorsque vous avez accompli une mission opérationnelle et que vous rentrez, que tout le monde rentre à la maison et que finalement, on se serre fort, ou on se check, ou on se serre la poignée de main, et que là, vous avez un merci ou un bravo, vous avez plein de mots qui rejaillissent simplement dans ces regards-là. Donc, c'est ce qui nous ravit, réjouit et ce qui nous donne la motivation de tous les jours. Merci beaucoup, Grégory Allione. J'étais ravi de découvrir davantage votre métier de sapeur-pompier, votre passion de ce métier. Je renvoie au livre que vous avez publié avec Olivier Richefou, une sorte de dialogue entre un politique et vous, sapeur-pompier. Le titre de ce livre est Sapeur-pompier, un engagement au quotidien, publié aux éditions du Rocher. Merci de votre accueil, parce que je sais que vous avez de nombreuses réunions entre Marseille et Paris. Merci à vous. Bonne journée. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, assistante de production Laure Sylvestre, réalisation technique Philippe Faure.